Émilie traverse une épreuve très difficile et elle se confie à des inconnus sur les réseaux sociaux. Mais un jour, elle devient célèbre pour quelque chose de bien plus sordide. Je vais vous raconter son histoire. Mais avant, je tiens à remercier Proton qui sponsorise cette vidéo. Avant de vous présenter Proton, je précise que leurs produits sont gratuits, donc je sais que ça va vous intéresser. Moi, je suis fan du concept et j'ai vraiment envie que tout le monde connaisse son existence, puisque Proton, c'est un projet, celui de proposer un internet sécurisé à tout le monde. Proton a été développé en Suisse par des scientifiques du Cairn et ils sont financés par la communauté qui a envie de soutenir leur projet. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de 2 de leurs outils et je commence par Proton VPN. Pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est un VPN, c'est un outil qui vous permet de rester anonyme sur Internet en cachant votre adresse IP. Vous pouvez alors naviguer sur Internet sereinement en sachant qu'on ne va pas pouvoir vous hacker ou savoir ce que vous faites. Et Proton propose des versions payantes pour plus de fonctionnalités, mais si votre but est purement et uniquement de naviguer sur Internet en toute sécurité, eh bien la version gratuite suffit amplement. Le deuxième outil dont j'ai envie de vous parler, c'est Proton Mail. C'est une boîte mail qui vous permet de recevoir des emails cryptés que vous êtes les seuls à pouvoir lire. Proton Mail est utilisé par des tas d'activistes et de journalistes du monde entier, mais aussi des millions d'utilisateurs comme vous et moi. C'est simple, c'est la boîte mail cryptée la plus populaire au monde. Je vous mets le lien pour télécharger Proton en commentaire épinglé et en description. Cliquez et reprenez le contrôle de votre vie privée sur Internet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début d'automne. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans le New Hampshire aux États-Unis, là où vit la famille Long qui se compose des parents, la maman Emily, 34 ans, le papa Ryan, 48 ans et leurs 3 enfants, Parker, 8 ans, Ryan, 6 ans et le petit dernier, James, 3 ans. Ils vivent tous ensemble dans cette belle maison dans le village de Madbury, un petit village de 2000 habitants tout juste. Le genre de village où tout le monde se connaît et c'est le cas des Long puisqu'ils ont beaucoup d'amis, ils connaissent vraiment tout le monde dans le village. Ryan travaille comme psychologue scolaire dans un collège et il est tout particulièrement chargé de s'occuper des enfants avec des besoins spécifiques, c'est-à-dire les enfants qui sont atteints d'un trouble ou d'un handicap quelconque, tandis que Emily travaille pour une chaîne de fast-food locale qui s'appelle Wingits en tant que gestionnaire des opérations. Elle est en fait le bras droit du gérant de cette chaîne de fast-food, gérant qui est devenu son ami proche et Ryan comme Emily sont tous les deux très heureux et passionnés par leur travail. À la maison, ça se passe aussi très très bien. Ryan et Emily sont très amoureux, très complices. Ils adorent tout particulièrement le moment où les enfants sont couchés et où ils se retrouvent tous les deux. Ils se posent devant la télé, ils se racontent leurs petites anecdotes de la journée. Emily, c'est quelqu'un de très curieux, qui est toujours dans les petites histoires par-ci par-là, donc elle a toujours des choses très intéressantes à raconter. Il lui arrive toujours des histoires invraisemblables, surtout quand on travaille en plus avec de la clientèle. Forcément, il y a toujours des petits trucs rigolos à raconter. Et ça fait beaucoup rire Ryan qui aime bien la charrier en lui disant mais c'est pas possible, il t'arrive toujours de ces trucs. Ils sont toujours morts de rire ensemble, ils s'éclatent. Pourtant quand ils se sont rencontrés ce n'était pas si rose puisqu'Emily était maman célibataire du petit Parker. Donc son aîné de 8 ans n'est pas le fils biologique de Ryan. Elle était en galère dans sa vie etc. Et quand elle a rencontré Ryan ça a été vraiment tout de suite le soleil qui a embelli son monde. Ryan s'est tout de suite montré très aimant, très affectueux envers Parker qu'il considère désormais comme son fils biologique. Il ne fait pas de différence entre Parker et les autres enfants qui pour le coup sont ses enfants biologiques. Il est tellement fier de ses enfants qu'il a même donné son prénom à sa fille Ryan. Donc on a 2 Ryan dans cette histoire, ne vous inquiétez pas. Quand je parlerai du papa, je dirai tout simplement Ryan et quand je parlerai de l'enfant, je dirai la petite Ryan. Comme ça, vous allez vous y retrouver sans problème. La petite famille est heureuse avec sa petite routine, le travail, l'école, les activités extrascolaires, les sorties entre amis. Rien ne semble pouvoir les atteindre. Et pourtant, comme on dit, on est tous égaux devant la maladie. Et Ryan ne s'attendait pas, à 48 ans, à apprendre soudainement qu'il souffrait d'horribles problèmes de santé. Tout s'enchaîne, les analyses, les spécialistes, l'angoisse. Et tout à coup, le diagnostic qui tombe comme un coup près. Ryan souffre d'une maladie incurable qui va l'emporter avant ses 50 ans. Ryan souffre d'un cancer du cerveau, un glioblastome pour vous donner le nom scientifique.
Mais pour vous expliquer de manière plus concrète, il s'agit d'une tumeur, d'une masse agressive qui s'est créée dans son cerveau et qui entraîne tout un tas de symptômes absolument abominables puisque Ryan souffre constamment de maux de tête, il a des vomissements, il a également de la difficulté à parler, de la difficulté à manger, à se tenir debout, à attraper un objet et en plus de ça, une fatigue intense et ce n'est qu'une seule petite partie des symptômes. Il y a aussi, très important, pas mal de crises d'épilepsie, donc vraiment c'est très handicapant, c'est une maladie horrible. Alors certes, il y a un traitement pour essayer un petit peu de prolonger l'espérance de vie du patient, pour essayer de le soulager de ces symptômes-là, mais bon, c'est loin d'être quelque chose de miraculeux, hein. Ça permet juste de l'aider un petit peu, et le traitement lui-même n'est pas facile puisque ça commence par une opération. Donc on doit essayer de retirer une partie de la tumeur qu'il a dans le cerveau, puisque c'est une tumeur qui se propage rapidement partout, donc on ne peut pas l'enlever totalement. Et puis derrière, de la chimiothérapie, encore une fois, pour essayer de tuer au maximum les cellules cancéreuses. Mais c'est un cancer, pour le coup, dans le cas de Ryan, en tout cas, incurable. Donc même en enlevant au maximum, on ne pourra jamais tout enlever, ça va toujours revenir. Bien sûr, c'est une situation dramatique pour Ryan. Ryan qui apprend qu'il ne verra pas ses enfants grandir, qu'il ne les verra jamais devenir des adolescents, qu'il va laisser sa femme seule pour s'occuper des 3 enfants, et qu'il va lui-même mourir à un âge où normalement on a encore des décennies devant soi. Il devait avoir des projets, imaginer quelle serait sa vie dans quelques années, quand il allait prendre sa retraite, est-ce qu'il allait voyager, est-ce qu'il allait profiter de la vie. Mais malheureusement, ça n'arrivera pas. Mais la situation n'est pas horrible que pour Ryan, elle l'est aussi pour ses enfants, qui voient leur père dans cet état, qui savent que leur père va décéder, et puis bien sûr pour sa femme, Emily, qui doit s'occuper de tout le monde et rester positive pour éviter d'empirer la situation pour Ryan et les enfants. Emily est très fatiguée, elle dort peu. Elle devient l'aidante de son mari, et elle le voit, jour après jour, se dégrader. Elle entend tous les jours de nouvelles mauvaises nouvelles qui tombent et elle n'a pas le droit de craquer puisque, voilà, ça ne se fait pas. Elle doit préserver ses enfants. Elle doit préserver Ryan qui vit déjà une situation abominable. C'est très dur pour Emily. Et elle a l'idée, pour essayer de soulager un peu sa conscience et de parler à quelqu'un, eh bien de se confier sur un réseau social et pour cela, elle choisit TikTok. Je sais que certaines personnes ne connaissent pas TikTok malgré sa popularité, donc je vous montre un peu comment ça se présente. En gros, il s'agit de publier des vidéos courtes au format portrait. Même si vous ne connaissez pas TikTok, vous connaissez forcément soit Instagram, soit Facebook, soit YouTube. Vous avez le même système maintenant sur tous les réseaux sociaux, donc c'est comme les réels d'Instagram ou les shorts sur YouTube. Voilà, des vidéos courtes, format portrait. Et ensuite, quand on arrive donc sur la page d'accueil de TikTok, on nous propose une vidéo aléatoire et on peut scroller comme ça en faisant glisser l'écran. Soit donc on regarde la vidéo jusqu'au bout avant de scroller, soit on scrolle direct si la vidéo ne nous intéresse pas. Voilà, donc en gros avec ce concept, les vidéos sont visibles par le monde entier potentiellement et on peut, même si on a 0 abonné, arriver sur TikTok, publier une vidéo et hop, buzzer, faire des millions de vues. C'est possible. Et c'est un peu ce qui va arriver à Emily puisqu'elle commence à publier ces vidéos-là sur la maladie de son mari et tout de suite, ça va émouvoir les gens qui vont se sentir peinés pour la situation d'Emily et qui vont se mettre à s'abonner et à regarder en masse ces vidéos pour essayer de lui apporter son soutien et puis d'avoir des nouvelles puisqu'ils ont de la peine pour la situation de cette famille. Elle a commencé à publier des vidéos à propos du glioblastome de Ryan dès le début, en fait, dès qu'elle a reçu le diagnostic, donc en avril 2025. C'est une histoire très récente, hein. Ce sont des vidéos qu'elle tourne face caméra, on ne voit qu'elle, on n'entend qu'elle. Les vidéos ont l'air d'avoir été tournées la nuit, puisqu'elle semble seule dans la maison. On n'entend pas un seul bruit, donc je pense qu'elle tournait ces vidéos au moment où tout le monde dormait. Donc elle se trouve face caméra et elle se confie. Elle donne bien sûr des nouvelles de Ryan, la façon dont la maladie évolue, les nouveaux traitements qui sont mis en place, la façon dont Ryan se sent. Elle parle également de ses enfants, de leurs ressentis, de la façon dont ils vivent la situation. Mais c'est aussi et surtout un moyen pour elle de se confier et de vider son sac. Elle parle beaucoup du fait qu'elle se sent seule et triste. Pourtant, elle est très entourée, hein. Elle a un entourage très présent,
que ce soit sa famille ou ses amis. Elle est entourée d'amour H24, ils sont toujours présents pour l'aider si besoin, mais elle explique qu'elle est une personne qui a du mal à demander de l'aide, donc elle préfère cacher sa détresse, faire semblant que tout va bien, afficher un grand sourire, alors que ça arrive quand même très souvent qu'elle ait juste envie de se blottir sous la couette et de rester là à ne rien faire et à pleurer. Les vidéos d'Emily sont globalement tristes, ce qui se comprend vu la situation qu'elle est en train de vivre. On la sent malheureuse et désespérée et par moments elle prononce des mots très forts, puisqu'une fois elle dit carrément qu'elle n'a qu'une seule envie, rester dans son lit et mourir. Dans une autre vidéo, elle explique qu'elle a une amie psychologue qui lui a proposé de lui recommander des confrères et consoeurs parce qu'elle estime qu'elle a besoin d'un soutien psychologique. Et Emily explique qu'elle n'est pas prête pour suivre une thérapie, qu'elle préfère attendre un moment qui sera plus opportun à ses yeux. Et elle prononce cette phrase atroce « J'espère être prête » avant qu'il ne soit trop tard. Pour autant, les abonnés d'Emily ne se sont pas inquiétés pour elle puisqu'elle a un entourage, encore une fois, très présent. Elle a énormément de monde autour d'elle. Elle dit elle-même qu'elle ne manque absolument pas ni d'amour ni de soutien. Ses parents sont devenus des aidants secondaires sans même qu'elle ait besoin de leur demander, de leur propre chef. Et puis comme elle connaît tout le monde dans le village et que tout le monde connaît la vie de tout le monde, eh bien tous ses voisins, tous les villageois sont au courant de la situation dans laquelle elle se trouve et sont prêts à l'aider. Donc ce n'est pas du tout quelqu'un de seul et d'isolé, loin de là. Pour vous donner un exemple, elle a une application sur son téléphone qui détecte les moments où Ryan fait une crise d'épilepsie pour pouvoir être présente auprès de lui à ce moment-là, et elle était en train de faire les courses quand elle a une notification. Donc elle se précipite dehors, elle monte dans sa voiture et elle appelle en cours de route le 911. Elle arrive chez elle avant le 911, elle se précipite auprès de Ryan qui effectivement est au sol, et alors qu'elle est complètement démunie face à la situation puisqu'elle n'arrive pas à soulever Ryan pour le sortir de la pièce ou quoi que ce soit, eh bien, il y a un ami à elle qui est pompier qui l'appelle et qui lui dit « Écoute, j'ai entendu le message du 911, je vais arriver, vu que j'habite juste à côté, je serai là avant eux et je vais venir t'aider. » Donc elle a cette chance comme ça d'avoir énormément de personnes présentes autour d'elle et prêtes à l'aider. D'ailleurs, il n'y a pas que ce pompier qui est venu, il y a également la police, le chef de la police. Enfin, vraiment, tout le monde ce jour-là s'est précipité aux côtés de Ryan et Emily. Donc ça vous donne un peu une idée de la situation dans laquelle elle se trouve, cette situation absolument terrible, mais qu'elle n'est pas seule à affronter puisqu'elle se retrouve avec énormément d'aide, énormément de personnes autour d'elle. Dans ces vidéos, Emily donne l'image d'une femme forte et pragmatique, une femme qui traverse un drame que tout le monde pourrait traverser et qui parle avec un jargon médical, qui fait de la prévention, qui donne des conseils et qui se bat pour ses enfants. D'ailleurs, les enfants d'Emily sont un grand sujet de ses vidéos, elle en parle énormément. Certes, il est impossible de préserver totalement ses enfants face à cette situation, mais je vous rappelle que Ryan est psychologue scolaire. Donc forcément, il est la meilleure personne pour savoir comment aborder les choses avec les enfants. Donc Ryan et Emily ont mis un certain nombre de choses en place pour essayer de préserver au maximum les enfants en s'adaptant à chacun, en s'adaptant à leur âge, à leur sensibilité personnelle. Donc par exemple, en ce qui concerne Parker, il a demandé « Est-ce que mon papa va mourir ?» Ils évitent toujours de donner des réponses fatalistes, donc ils lui ont répondu que oui, son papa allait mourir, mais pas tout de suite, qu'il avait encore beaucoup de temps auprès d'eux et qu'ils allaient essayer de faire en sorte que ce temps soit le plus long possible en lui apportant des soins, etc. Autre exemple, Emily raconte que sa fille, donc la petite Ryan, est une enfant très sensible, qui a besoin d'énormément de câlins, d'être beaucoup rassurée, qui suce encore son pouce à 6 ans. Donc elle est encore un petit peu bébé, un petit peu toute fragile comme ça, toute pleine d'émotions. Et elle a été vraiment contrariée puisqu'elle a appris que l'année qui vient, sa fille va être avec un maître d'école que son fils avait eu aussi et qu'elle aime beaucoup, mais qui malheureusement n'est pas quelqu'un, on va dire, de très tendre, de très doux avec les enfants. Donc elle a dû appeler le principal en pleurs pour lui demander « Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez changer ma fille de classe parce que l'année qui vient, son papa va probablement mourir ?»
Et j'ai envie d'être sûre et certaine qu'elle va être avec quelqu'un qui saura la rassurer. Donc vraiment, elle doit mettre des choses en place comme ça qui sont très difficiles. Elle explique à quel point ça a été dur pour elle de devoir prononcer ces mots « Mon mari va mourir l'année prochaine ». Mais elle est complètement dévouée à ses enfants, en tout cas c'est l'image qu'elle renvoie, une maman qui s'inquiète tout le temps pour ses enfants, et en fait elle masque ses propres souffrances pour essayer d'alléger celles de ses proches. C'est d'ailleurs ce qu'elle explique dans la dernière vidéo publiée sur sa chaîne. Je vais vous passer cette vidéo en entier avec des sous-titres pour que vous puissiez voir ce qu'elle a raconté ce jour-là. Alors, sachez que c'est une vidéo qui a beaucoup fait parler, puisque quelques jours après cette vidéo, il s'est passé quelque chose de terrible que je vais vous raconter ensuite. Donc je vous laisse regarder, écoutez bien ce qu'elle raconte, puisque c'est une vidéo plutôt mystérieuse qui a fait débat. Okay, I put makeup on and real clothes for the first time. Basically, makeup since we went to the Cape in July, and real clothes and God only knows how long. So I'm trying to get myself out of this rut. I know that I've said this before, but our kids are definitely struggling. And now I'm starting to notice some changes in our 3-year-old, which is tough because he's too young for therapy. I know that people are going to say play therapy. We've done that before, and I just don't really see the benefit in it. And he's too young for talk therapy, obviously. But like, for example, last night he just couldn't sleep. He was up all night long. He was crying. He's never like that. And I've been starting to notice him stirring more at night and just have a harder time. And it's just devastating. But I am determined to create normalcy. We're going to go down the street to our neighbors who are our close friends with a bunch of our other friends. I don't think that my husband will come. Maybe he will, because it's right down the street. It's just a couple houses down. But it's important for my kids to be with their friends. And I have been struggling so much and really depressed and just have really become reclusive and just wanted to be with my kids and my husband. And while that might feel good for me, I don't think that that's good for me. So, that being said, I am making a change. It is starting today. I am going to start getting dressed. I am going to probably not put makeup on because I don't really wear makeup very often unless I'm going somewhere, but I need to become more social again. I used to be like the most social human on this planet, and the past month I have basically declined 98% of all offers, and my kids need to be with their friends. So, hold me to it. Today, I am adjusting my perspective, and I'm making a point to get out of my depression and do this for my family. So, that being said, happy Saturday. I hope everyone's having a fantastic day. I'm going to have a fantastic day. Le 18 août 2025, aux alentours de 8h30, la police est appelée au domicile des Long pour une visite de contrôle. En effet, un proche s'est inquiété de ne pas avoir de leurs nouvelles ce matin-là. Donc les policiers s'approchent de la maison, ils toquent à la porte, mais personne ne répond, alors que les voitures sont bien dans l'allée. Inquiets, ils décident d'entrer dans la maison et ils découvrent une scène qui les hantera jusqu'à la fin de leur jour. Ryan Long, 48 ans, atteint d'un cancer en phase terminale, est mort, criblé de balles. Emily Long, sa femme, 34 ans, est morte d'une seule et unique balle dans la tête. Les enfants, Parker, 8 ans, et Ryan, 6 ans, sont également morts d'une seule balle dans la tête. Et il reste James, 3 ans. James est vivant. Il n'a pas une seule égratignure, mais ça fait 3 heures qu'il erre dans la maison, seul, avec les corps de sa famille, les corps défigurés de ses parents, de son frère et de sa sœur. 3 heures qu'il marche au milieu du sang, ne comprenant pas ce qui lui arrive. James est envoyé chez des membres de sa famille qui tentent
tant bien que mal de le réconforter, tandis que la police enquête. Et cette enquête révèle que c'est Émilie qui a attrapé un pistolet dans la maison, pistolet qui se trouvait déjà là, qui appartenait soit à elle, soit à son mari, et pistolet dont elle s'est servie pour tirer sur son mari et ses 2 aînés avant de se donner la mort. L'affaire est médiatisée et toutes les personnes qui suivaient Émilie sur TikTok sont absolument choquées. Mais également les personnes qui connaissaient Émilie dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, notamment les locaux, les personnes qui vivent à Madbury. Personne ne s'imaginait qu'elle soit capable de faire une chose pareille. Émilie paraissait normale, sympathique, en tout cas incapable de tuer son mari et ses enfants. Et ce qui choque le plus les gens, c'est bien sûr le meurtre, des 2 enfants surtout, mais aussi le fait qu'elle ait laissé le petit dernier en vie. Ça entraîne toute une vague de rumeurs et de spéculations. Cette affaire est au cœur des débats, elle passionne les internautes, il n'y a pas d'autre mot, c'est assez glauque, mais vraiment, il y a des tonnes et des tonnes de conversations à ce sujet en ligne avec des gens qui essayent de comprendre et de faire des théories toutes plus farfelues les unes que les autres. La police se doutait que ça allait arriver, donc ils ont fait un petit communiqué en demandant au public de ne pas balancer de rumeurs, puisque finalement, certes, il y avait des choses en ligne que Émilie avait publiées et qui peuvent laisser penser qu'on a la clé du mystère, mais ils expliquent qu'il y a sûrement d'autres facteurs qui l'ont poussée à agir. Puisque bien évidemment, quand on entend ça, on est tenté de penser que c'est la maladie de Ryan qui a entraîné ces meurtres, puisque le mal-être d'Émilie était palpable dans ses vidéos. Il y a des tonnes de vidéos dans lesquelles elle explique à quel point elle se sent triste, seule, malheureuse. Et puis, bien sûr, il y a aussi le fait qu'elle allait se retrouver veuve, seule avec 3 enfants, beaucoup de pression, des nuits sans sommeil. Elle se trouvait dans une situation très particulière. En ligne, il y a donc 2 camps, ceux qui la traitent de psychopathe et ceux qui sont dans le déni le plus total et qui sont persuadés que ce n'est pas Émilie qui a tué sa famille, mais que c'est forcément Ryan, ou alors qu'elle était victime de violences conjugales. Bon, c'est complètement invraisemblable étant donné que Ryan était dans un état quand même très grave au niveau de sa maladie. Il ne pouvait même plus tenir un objet correctement, donc comment est-ce qu'il aurait été capable de tuer sa famille? C'est impossible. C'est bien sûr Émilie qui a fait ça, ça a été confirmé par la police. Et ça me fait vraiment de la peine que des gens aient essayé d'accuser Ryan de tout et n'importe quoi, puisque le pauvre homme n'a rien fait de mal. Et puis toutes ces rumeurs n'ont servi à rien, puisqu'en septembre, donc très récemment, septembre 2025, ce mois-ci, on découvre un nouvel élément qui change tout, un énorme retournement de situation. En effet, le patron d'Émilie, le propriétaire de la chaîne de fast-food Wingits pour laquelle elle travaille depuis 2018, donne une interview à des journalistes. Et dans cette interview, il explique qu'en juillet dernier, il a constaté qu'il y avait des irrégularités dans les sommes qui étaient encaissées par le restaurant. Il a notamment remarqué qu'il y avait de l'espèce qui manquait et également qu'il y avait des chèques qui avaient été remplis mais pas déposés sur le compte de la société. Et il se met immédiatement à soupçonner Émilie, puisqu'elle est la seule personne dans l'entreprise qui ait accès à de si grosses sommes d'argent. Je parle de grosses sommes, mais ce sont même plutôt des sommes énormes, puisque le patron décide de faire appel à un comptable pour l'aider à démêler tout ça. Et le comptable estime qu'il y a un total de 660 000 $ qui ont été volés à l'entreprise. Et ça remonte à janvier 2023. Donc, 660 000 $ volés en l'espace de 2 ans et demi. C'est énorme. Je vous rappelle qu'Émilie est en très bon terme avec son patron à la base. Il considère Émilie et sa famille comme sa propre famille. Il connaît ses enfants, il connaît son mari. Il se sent totalement trahi. Il est choqué. Et il décide alors de régler les choses à l'amiable. Il n'a pas envie de pourrir Émilie. Il sait ce qu'elle est en train de traverser avec son mari. Donc il lui dit « Écoute, Émilie, je sais ce que tu as fait. » Il essaye de discuter avec elle, mais Émilie nie tout en bloc. Non, elle n'a rien fait, elle n'a pas volé d'argent. Il lui dit « Écoute, il n'y a pas de souci, je veux bien te croire, dans ces cas-là, donne-moi
tes relevés bancaires des 3 derniers mois, comme ça je vérifie. Si c'est pas toi, très bien, je vais chercher qui est le véritable coupable. Émilie lui dit « Ok, pas de souci », elle lui fournit les documents. Il va à la banque pour leur montrer ses documents, sauf que les banquiers lui disent que ce sont des documents non seulement falsifiés, mais en plus auxquels il manque de nombreuses pages. Bon, il commence un peu à perdre patience avec Émilie, il lui dit « Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre à la banque tous les deux, tu vas venir avec moi, rendez-vous le 11 août 2025 à la banque. » Et puis, tu vas demander comme ça à ton banquier directement devant moi de me fournir les relevés bancaires, comme ça j'aurai les véritables documents. Émilie lui dit ok, pas de problème, sauf qu'arrive le 11 août et qu'elle ne se présente pas à la banque. À la place, elle envoie un message à son patron, message qui dit tu as 3 options, soit tu me renvoies, soit je démissionne, soit je passe en télétravail. Sauf que lui, ça ne lui convient pas du tout. Donc il décide d'opter pour une 4e option qu'Émilie n'avait pas proposée, celle de porter plainte. Le lendemain, soit le 12 août 2025, Émilie lui envoie un message très sobre dans lequel elle demande simplement pardon. Je suis désolée. Elle ne dit pas pour quelle raison elle demande pardon, mais en tout cas, voilà, elle s'excuse. Et le 18 août, soit une semaine après le dépôt de plainte, elle tue sa famille avant de retourner l'arme contre elle. Les nouvelles révélations donnent un angle complètement différent à cette affaire, puisqu'évidemment le fait qu'on découvre qu'elle a volé une telle somme d'argent et qu'on porte plainte contre elle une semaine seulement avant son geste, c'est impossible que ce soit une coïncidence. Forcément qu'elle avait ça en tête au moment où elle a pris le pistolet et elle a tiré. Bien sûr, il n'est pas exclu que ce soit aussi l'accumulation de plusieurs choses qui est menée au drame. Il est possible que la maladie de son mari n'ait pas aidé, puisqu'elle se serait probablement retrouvée en prison suite à cette affaire. Donc soit elle aurait abandonné Ryan extrêmement malade avec les 3 enfants, soit si elle était partie en prison après sa mort, elle aurait laissé ses 3 enfants seuls au monde. Bon, bien sûr, elle a de la famille qui s'en serait occupée, mais bon, en tout cas, dans sa tête à elle, ça a peut-être joué. Bien évidemment, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même, puisqu'elle est une récidiviste. Effectivement, au moment où j'ai écrit mon script pour cette affaire, il y a un nouvel article qui est paru dans la presse. Article qui explique qu'elle avait déjà volé de l'argent à un employeur en 2016. À l'époque, elle travaillait dans un bar sur l'île de Nantucket, une île qui se trouve au large de l'État du Massachusetts, et son patron avait découvert un beau jour qu'elle et un collègue à elle s'étaient gracieusement servis dans la caisse ainsi qu'en bouteilles d'alcool, et il estime le préjudice à 11 000 $. Donc c'est quand même une grosse somme, encore une fois, même si c'est pas aussi important que ces derniers vols. Toujours est-il que ce patron a porté plainte à l'époque, mais que peu de temps après, son établissement a fait faillite, donc la plainte a été classée sans suite. Mais Émilie a eu de la chance à l'époque. Comme vous l'avez compris, c'est une affaire très récente, il y a encore des rebondissements très récents, puisque là je fais mon tournage, l'article dont je vous parle est paru hier, donc il n'est pas exclu qu'il y ait encore de nouveaux articles à paraître dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Je vous mettrai des mises à jour dans l'onglet communauté si jamais il y en a. En tout cas, voilà, à ce jour, on ne sait pas ce qu'elle faisait de tout cet argent. Puisque, encore une fois, on parle de sommes monumentales. Est-ce que Ryan était au courant ? Ça aussi, on ne le sait pas. Le fait qu'elle l'ait assassiné et qu'elle ait assassiné également ses enfants laisse à penser que personne ne savait et qu'elle faisait ça dans leur dos. Mais imaginez 660 000 $ en 2 ans et demi. Si elle a dépensé tout cet argent, ça se voit quand même. Ça devait être des tonnes d'achats, des choses extrêmement chères. Alors peut-être qu'elle a menti, notamment sur le salaire qu'elle percevait ou ce genre de choses. Mais je vous rappelle également que Ryan était psychologue, donc est-ce qu'il a pu se laisser berner ? Je ne sais pas, c'est quelque chose qui est très mystérieux. Cependant, précision importante, alors sa chaîne TikTok est fermée aujourd'hui, enfin fermée. Elle existe toujours, mais elle est en privé, donc je ne peux pas accéder à ses vidéos. Il n'y a que les personnes qui étaient déjà abonnées à elle qui peuvent les voir, donc moi je n'étais pas abonnée à cette femme. Mais il y a certaines vidéos qui ont été republiées par les TikTokers. Et des personnes qui étaient abonnées à elle avant le drame ont expliqué qu'à l'époque, elle avait parlé d'un problème qu'elle avait, un problème d'addiction au shopping. Elle essayait un peu de minimiser les choses en disant que bon, c'était pas grand-chose, qu'elle aimait juste la sensation que ça lui faisait quand elle dépensait dans les magasins. Bon,
C'est typiquement ce qui se passe dans l'addiction au shopping, donc je sais pas pourquoi elle pensait que c'était pas si grave que ça, mais en tout cas ça pourrait expliquer pourquoi elle avait volé tout cet argent. Peut-être que justement elle n'était jamais assez satisfaite avec ses achats, qu'elle avait toujours besoin de plus acheter, et peut-être également qu'elle dépensait dans des boutiques de luxe. Voilà. Il y a bien évidemment aussi les traitements de Ryan qui coûtent cher, puisque je sais qu'il y a des personnes qui tout de suite se sont dit elle a dû voler cet argent pour payer les traitements de son mari, mais je vous arrête tout de suite. Je vous rappelle qu'elle a volé en 2016 puis en 2023. Or, elle a appris que son mari était gravement malade en avril 2025. Donc les vols ont commencé bien avant la maladie de Ryan et n'ont rien à voir avec ça. Mais pour en revenir au meurtre, on ne saura probablement jamais ce qui a motivé le geste de Emily. Mais on peut aisément imaginer dans quel état d'esprit elle se trouvait au moment des crimes, avec une grosse dette de sommeil. J'imagine que depuis que son patron avait porté plainte contre elle, elle ne devait plus dormir de la nuit. Elle a également beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress pour le présent, pour l'avenir. Et si toutefois personne avant ça n'était au courant des vols, eh bien elle devait également avoir peur pour sa réputation, puisque c'est un petit village, tout le monde se connaît, tout le monde va être au courant, tout le monde va la juger. Elle va recevoir du jugement de ses voisins, de ses amis, mais également de sa famille, de sa propre famille, puisque Ryan, elle explique dans une vidéo, est quelqu'un de moralement parfait. C'est quelqu'un qui a beaucoup de valeurs très fortes et qui ne va jamais à l'encontre de ses valeurs. À chaque fois qu'il doit prendre une décision, il réfléchit bien, il fait en sorte qu'elle soit la plus juste, la plus éthique possible. Donc imaginez une personne telle que Ryan qui apprend que sa femme est une délinquante depuis quasiment 10 ans et qu'elle va partir en prison. Imaginez à quel point il se serait senti triste, trahi, humilié. Peut-être que c'est ça qu'elle a voulu éviter. Cependant, dans ce genre d'affaires, il y a toujours un mystère autour des enfants. Le fait qu'elle ait envie de se donner la mort à elle, on peut le comprendre, on comprend la logique. Le fait qu'elle ait voulu tuer son mari, on peut à la rigueur le comprendre aussi. Sans l'excuser, bien sûr, mais le comprendre, dans le sens où elle semblait être mal à cause de sa maladie, donc peut-être qu'elle a vu quelque part Ryan comme un poids, comme quelque chose qui l'empêchait d'avancer, d'être heureuse. Elle l'a criblée de balles, On ne sait pas combien de balles, on ne sait pas dans quelle partie du corps elles ont été tirées, mais c'était précisé à l'autopsie qu'il y a eu plusieurs balles tirées sur Ryan. Donc il y a eu un acharnement sur Ryan. Donc on peut se demander si c'était pas par rapport à sa maladie, voilà. Il y a des explications qu'on peut imaginer. Mais les enfants, pourquoi les enfants ? Ça arrive souvent dans ce genre d'affaires qu'on ait un parent qui considère que l'enfant sera perdu sans lui, etc. Mais là, on est sur une famille qui est très entourée. Les enfants, dès que les parents allaient à des rendez-vous médicaux, etc., les enfants étaient confiés à leurs grands-parents qui étaient très heureux de s'occuper des enfants. Donc, les enfants ont des personnes chez qui ils peuvent aller. Les enfants auraient été adoptés par quelqu'un, c'est sûr et certain. Ils auraient été entourés d'amour, ils n'auraient manqué de rien. Donc pourquoi est-ce que Emily s'est dit qu'il serait mieux mort ? Il y a le mot narcissique qui ressort énormément dans les commentaires des internautes. En effet, ce ne serait malheureusement pas la première fois que quelqu'un tuerait sa famille dans le simple et unique but qu'il ne soit jamais au courant de leur secret. Dans le cas d'Emily, le vol de cet argent. Elle a pu aussi, comme je vous l'ai dit précédemment, imaginer que ses enfants seraient mieux morts que sans elle. Ces vidéos ne plaident pas non plus en sa faveur, puisque certes, elle parle de la maladie de Ryan et de ce que ressentent ses enfants, comme je vous l'ai dit, mais elle parle surtout d'elle-même, de sa propre souffrance, de tout ce qu'elle fait pour les autres, de ce qu'elle ressent. Et finalement, la souffrance de Ryan est mise au second plan. Or, c'est quand même la première victime dans cette histoire. On parle d'une personne qui est gravement malade, qui souffre au quotidien, qui a des symptômes absolument atroces, qui sait qu'il va mourir, qu'il va abandonner sa femme et ses enfants. Enfin, j'imagine même pas dans quel état d'esprit on doit être. C'est un cauchemar. Mais quand on écoute Emily parler, on a limite l'impression qu'elle considère sa situation à elle comme pire. C'est même pas limite, on a cette impression-là, puisqu'elle est sans arrêt en train de dire qu'elle a pas le droit d'être triste, qu'elle a pas le droit de montrer sa souffrance, que du coup c'est hyper dur par rapport aux autres, puisqu'elle est là pour les autres, elle les aide, elle les soutient, mais elle a personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle se met un peu en comparaison comme ça avec les autres en disant « Eux, je suis là pour les soutenir, eux, je suis là pour eux, moi, j'ai personne ». Même quand elle parle de ses enfants, elle reconnaît que c'est difficile pour eux, mais pas tant que ça, quoi. C'est-à-dire que dans une vidéo, elle dit par exemple que Parker
a l'air de vivre plutôt bien la situation. Alors oui, il ressent du stress et un peu de peur. Elle voit parfois qu'il a des paroles ou des gestes qui montrent qu'il a l'air mal par rapport à son papa, mais elle dit bon, ça va. Il le vit plutôt bien. On peut parler aussi de la vidéo que je vous ai diffusée et que je vous ai traduite. Dans cette vidéo, elle a l'air quasiment surprise que son petit de 3 ans ressente quelque chose par rapport à ce qui se passe. À 3 ans, c'est pas non plus un bébé de 3 mois, évidemment qu'il ressent et qu'il comprend les choses. Elle a tendance également à parler comme une grosse influenceuse. Et vu le thème de ses vidéos, c'est quand même assez bizarre et assez inapproprié. Pour vous donner un exemple, elle a publié une vidéo en plusieurs parties, vidéo dans laquelle elle expliquait qu'en fait, son mari avait subi un IRM et qu'ils ont reçu à la maison les résultats de l'IRM avant d'avoir le rendez-vous pour leur expliquer ces résultats-là. Donc ils ont vu dans le cerveau de Ryan qu'il y avait une nouvelle masse qui était apparue, ils étaient en gros stress, etc. Et donc elle explique comme ça dans cette vidéo toutes les phases par lesquelles ils sont passés, à quel point c'était stressant, ils étaient tristes, ils étaient en train déjà d'imaginer ci ou ça, bref. Elle a l'air pas bien dans ces vidéos-là, mais d'un coup, elle retrouve le sourire et elle dit « Et voilà, on en arrive à la partie que vous attendiez tous, la partie la plus croustillante de cette histoire », pour finalement raconter ce que les médecins ont expliqué. Alors, on pourrait s'attendre à ce que ce soit une super bonne nouvelle, mais pas tant que ça, puisque les médecins expliquent que cette masse, c'est un espèce d'œdème, un gonflement dans le cerveau, que ça va lui créer tout un tas de symptômes désagréables et que par conséquent, voilà, ça va se résorber, mais il faut que Ryan se repose énormément et malheureusement, le pauvre, il va avoir des crises d'épilepsie, des choses comme ça. Donc c'est pas quelque chose de super joyeux et parler de ça comme la partie la plus croustillante de l'histoire, c'est quand même assez particulier. Pareil, à un moment donné, elle parle de ses OG followers. C'est compliqué à traduire en français, en gros, ses abonnés des premières heures. Mais la traduction n'est pas parfaite puisque ça rend pas pareil en français. OG followers, c'est vraiment un terme d'influenceur, quoi. Ça ne choquerait pas si ça sortait de la bouche de quelqu'un qui a des millions d'abonnés et qui joue aux jeux vidéo ou de quelqu'un qui fait des vidéos beauté ou make-up, j'en sais rien. Mais de la bouche d'une femme qui est uniquement suivie parce qu'elle parle de la maladie de son mari, ça fait bizarre, quoi. Au fond, on ne sait même pas si Ryan était au courant qu'elle avait ce compte TikTok. Et s'il n'était pas au courant, c'est quand même très irrespectueux de sa part, puisque elle raconte des détails très privés sur leur relation, sur sa maladie. Elle donne tous les détails de son dossier médical. Or, c'est quelque chose qui normalement est confidentiel, donc s'il n'était pas au courant, c'est assez grave. Et elle ne donne pas d'informations sur Ryan, elle prononce jamais son prénom, elle montre pas de photo de lui ou quoi que ce soit. Elle essaye de préserver son anonymat, mais elle a son vrai prénom et nom de famille sur TikTok. Donc on peut la chercher sur les réseaux sociaux et on trouve toutes ces infos. Donc finalement, l'anonymat, il est pas trop respecté, quoi. Après, peut-être que Ryan était au courant et d'accord avec ça, mais on ne sait pas. Autre sujet qui fait débat et qui là encore amène les gens à la traiter de narcissique, le fait qu'elle refuse sciemment de voir un psychologue, d'être suivie, un psychologue ou psychiatre, psychothérapeute, n'importe, elle refuse de voir qui que ce soit. Comme je vous l'ai dit, elle a expliqué qu'une amie à elle lui avait proposé de lui recommander des psys, et elle dit « je ne suis pas prête ». Or, ça ne l'empêchait pas de parler à quelqu'un d'autre. Ok, peut-être qu'elle n'a pas envie de voir un psy, mais pourquoi pas parler à des proches de ce qu'elle ressent, parler à un prêtre, parler à un voisin, parler à son médecin généraliste. Il y a toujours des gens qui sont prêts à écouter et qui auraient pu l'aider plutôt que de faire ce qu'elle a fait. En plus de ça, elle est consciente que sa propre tristesse, sa propre dépression, je mets des guillemets parce qu'elle n'a pas été diagnostiquée, mais ça semble assez évident qu'elle était en dépression, sa propre dépression a un impact sur ses enfants, puisqu'elle dit que ses enfants sont malheureux du fait qu'elle reste enfermée à la maison en pyjama. C'est encore une fois dans la vidéo que je vous ai montré, elle explique ça. C'est une affaire qui a eu lieu en été, donc les enfants sont en vacances. Ils ont besoin, bien évidemment, de se changer les idées, de sortir de chez eux. Et malgré tout, elle préfère se morfondre plutôt que de demander de l'aide. Je dis pas que c'est facile de demander de l'aide, mais en tout cas, c'est une décision que beaucoup de gens ont jugée égoïste et irresponsable. Dernier point que je vais aborder dans cette partie, le petit James, le seul survivant, le petit garçon de 3 ans. C'est vraiment le grand mystère de cette histoire. Pourquoi est-ce qu'Emily a tué ses 2 aînés et pas ce petit garçon ? Il y a une rumeur qui circule au niveau local, donc à Madbury et alentour. Je trouve que c'est important de parler des rumeurs locales, puisque il y a peut-être du vrai, sachant que les gens ont des informations qu'on n'a pas.
Et cette rumeur serait qu'Emily aurait tenté de tuer ce petit garçon, qu'elle lui aurait tiré dessus, enfin tiré en sa direction, qu'elle aurait manqué sa cible, mais qu'étant donné qu'elle s'est donné la mort directement après, elle n'a pas remarqué que son fils était resté en vie. Attention, ce n'est qu'une rumeur, hein, je ne suis absolument pas en train de vous dire que c'est réellement ce qui s'est passé, mais la police n'a donné aucun détail à part le nombre de balles reçues par chacun. C'est la seule chose qu'on sait. Forcément, vu qu'il ne va pas y avoir de procès ou quoi que ce soit, ils n'ont aucune raison de révéler des informations, donc on ne sait rien. C'est possible qu'il y ait une balle supplémentaire qui ait été trouvée au sol et qu'elle ait essayé de tirer sur son petit garçon. Mais ça reste juste une théorie. Autre théorie intéressante proposée par les internautes, je vous rappelle qu'elle s'est acharnée sur Ryan, qu'il a reçu plusieurs balles, alors peut-être qu'à ce moment-là, elle a perdu le contrôle, qu'elle ne s'attendait pas à tirer autant de balles sur Ryan. Et donc après avoir tiré sur Ryan, peut-être qu'elle s'est dit « mince, il faut absolument que j'ai assez de balles pour me donner la mort à moi, donc tant pis, je laisse James en vie ». Et je me tue moi, puisque c'est ça le plus important. Je ne veux pas vivre avec ce que j'ai fait. On peut aussi imaginer bien d'autres théories, hein. Finalement tout est possible. Peut-être par exemple que le petit s'est caché et qu'Emily était pressée, elle s'est dit mince, il faut que j'en finisse avant que la police arrive. Donc elle se serait dit tant pis, je le laisse tranquille et je me donne la mort. Autre théorie intéressante, peut-être qu'elle a pensé que le petit garçon ne se souviendrait de rien et qu'elle a décidé de l'épargner lui parce qu'il était à ses yeux le seul qui pourrait vivre normalement après cette histoire. En tout cas, à ce jour, aucune de ces théories n'a été infirmée ou confirmée par la police. Ça reste un mystère. Le patron d'Emily, qui avait porté plainte contre elle, a décidé de laisser tomber. Il a retiré sa plainte et il ne souhaite pas récupérer son argent. Il a expliqué qu'il avait trop de peine pour le petit James. Au final, s'il gardait sa plainte, ce serait James et les personnes qui s'occupent de James qui seraient contraints de lui donner cet argent, de le rembourser. Or, il a dit, la seule chose qui reste à cet enfant, c'est cet argent, s'il en reste un peu. Donc je n'ai pas envie de faire peser ça sur un enfant de 3 ans qui vient de perdre sa famille, c'est horrible. Donc tant pis, je m'assois sur cet argent et je laisse James tranquille. C'est tout à son honneur, puisqu'il aurait pu tout à fait décider de continuer les poursuites. Et le pauvre patron est rongé par la culpabilité. Bien sûr, il n'a pas à se sentir comme ça. Il n'a rien fait de mal. N'importe qui se serait fait voler une somme aussi importante aurait porté plainte, c'est la base. Il affirme qu'il n'imaginait pas une seule seconde qu'elle ferait une chose pareille. Sinon, bien évidemment, il aurait agi autrement. Et il a essayé de trouver une solution à l'amiable. C'est Emily qui a refusé. Emily qui a continué de nier, de ne pas vouloir coopérer avec lui. Donc il a eu l'impression de ne pas avoir le choix. Sur ce, c'est la fin de cette histoire. N'oubliez pas que vous avez un lien en commentaire épinglé et en description pour télécharger Proton VPN et Proton Mail. Ce sont des outils gratuits qui vous permettent de protéger votre vie privée sur Internet, donc n'hésitez pas. Pour ma part, j'ai hâte de vous retrouver dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à la booster si vous l'avez appréciée. Et puis vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires.
Ow! Oh no, it isn't. Good boy. You pick her up. You pick her up. Yeah. Good boy. Good boy. What are you doing? I'm just gonna rub his back. What happened?